Bonjour à tous. Merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux pour cette première table ronde de la journée. Alors, je vais inviter tout de suite les deux autres intervenants à nous rejoindre sur scène. Joëlle Colosio, la directrice exécutive adjointe des territoires de l'ADEME, et Mathieu Godard, directeur général AXA, Yard et Partenariat. Ils vont nous rejoindre tout de suite. Voilà, le panel est donc au complet. Vous avez leur nom, Élodie Galco, donc directrice générale de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui était déjà présente pour la séquence inaugurale, et Bertrand Picard également, le président de la Solar Impulse Foundation. L'accord de Paris a fixé un objectif, vous le savez, un objectif clair, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais les derniers rapports du GIEC montrent qu'il va être vraiment difficile à atteindre cet objectif. Ce seuil pourrait d'ailleurs être franchi dès les années 2030. Les impacts sont déjà visibles dans l'ensemble des écosystèmes et sur nos sociétés. Et dans ce contexte, l'adaptation devient donc un sujet incontournable. Alors, l'atténuation du réchauffement climatique est bien sûr essentielle, mais il est maintenant impératif de s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique. Comment alors anticiper et préparer nos sociétés à faire face à des phénomènes climatiques toujours plus nombreux et toujours plus intenses, on le voit. Comment intégrer ces indicateurs dans nos prises de décision? On en parle donc avec vous quatre. 2024 a été la première année, c'est officiel, où le réchauffement climatique a dépassé le seuil des 1,5 degrés. Alors même si il devra en réalité être mesuré sur plusieurs années pour être officiel, c'est un seuil plus que symbolique. Chacun à votre échelle, de votre place, quel regard est-ce que vous portez sur cette hausse des températures inédites? Est-ce que finalement on a perdu trop de temps aujourd'hui en matière d'adaptation? Bertrand Picard, vous voulez commencer? C'est quand même terrible qu'il y a 10 ans, à la conférence du climat de Paris, on donne un but de ne pas dépasser 1,5 degré pour la fin du siècle, et que 10 ans plus tard, on dépasse ce degré et demi. C'est un constat d'échec total. Et rien que le fait qu'il y ait une table ronde aujourd'hui sur l'adaptation montre qu'on a raté notre cible, qu'on n'a pas réussi à infléchir la courbe des émissions de CO2, qu'on n'a pas réussi à implémenter les solutions. C'est catastrophique. C'est-à-dire que ça veut dire que l'humanité n'est pas capable de se protéger elle-même. Et maintenant, devant ce constat d'impuissance, on dit comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter à ce désastre. Mais on ne va pas pouvoir s'adapter à ce désastre. En tout cas, pas facilement. Ça va coûter de plus en plus cher aux assurances, ça va faire de plus en plus de souffrance à la population, ça va faire de plus en plus de dégâts dans la biodiversité. Et par conséquent, avant d'admettre qu'on doit s'adapter, il faut continuer à se battre. Parce que sinon, on va atteindre 3 degrés, on va atteindre 4 degrés et demi, et ce sera invivable. On n'est pas comme dans une situation où on aura juste des magnifiques soirées d'été avec des barbecues qui durent 1 heure de plus, parce qu'il fait chaud et que tout le monde sera en t-shirt dehors. C'est pas ça. On est dans une situation où la planète a un équilibre, ça s'appelle l'homéostasie, exactement comme le corps humain. Le corps humain, il reste à 36,7 degrés en permanence. Quand il y a 1,5 degré de plus, c'est une fièvre, on va à l'hôpital. La planète, c'est ça. Donc, il faut impérativement qu'on continue à se battre, qu'on essaye d'appliquer les solutions qui existent, qu'on prenne les mesures politiques qui s'imposent, les mesures sociales qui s'imposent, les mesures technologiques qui s'imposent. Il faut qu'on se bouge véritablement tout de suite, malgré le fait qu'on soit à 1,5 degré maintenant. On sait que c'est en partie réversible, c'est long, et c'est en partie réversible si on fait ce qu'il faut, et il faut le faire. Donc je ne vais pas parler tout de suite de mesures d'adaptation parce que je ne veux pas m'avouer vaincu.
Pour vous, il faut d'abord continuer à se battre pour réduire ce réchauffement climatique avant de s'adapter. C'est le message en tout cas que vous faites passer. Élodie Galco, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat assez pessimiste? Alors, à la fois oui et à la fois non. À la fois oui, parce que je vais vous donner quelques conséquences très concrètes des plus 2 degrés de l'accord de Paris sur le territoire du Grand Sud-Ouest. Et à la fois non, parce qu'en fait, compte tenu de ces conséquences, on aura déjà besoin de s'adapter. Sur le Grand Sud-Ouest, c'est 60% de l'eau en moins au moment où on a besoin, ce qu'on appelle l'étiage, c'est-à-dire grosso modo la période d'été. En 2050. 2050, c'est demain. Quand on voit le temps qu'il faut dans notre pays pour mener des projets, c'est dans 25 ans, c'est demain. 60% en moins. On est sur une situation où il va falloir adapter forcément donc, tous les usages de l'eau sur le territoire. C'est l'usage agricole, évidemment, mais aussi globalement tous les usages économiques de l'eau. À l'horizon 2050, c'est potentiellement la moitié des communes de notre territoire du Grand Sud-Ouest qui seront en rupture d'alimentation en eau potable. Une commune sur 2 où on n'aura plus d'eau quand on tournera le robinet l'été. Et ça, c'est dans l'optique d'une augmentation de la température des plus 2 degrés de l'accord de Paris. Donc, vous voyez bien que face à ça, ça me semble indispensable qu'on s'adapte et qu'on s'adapte dès maintenant parce que 2050, c'est encore une fois demain. On va reparler bien sûr des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour s'adapter justement à ces constats dramatiques. Joël Colosio, quel est votre regard là-dessus sur cette hausse des températures qui est inédite mais aussi inéluctable visiblement? Ouais, bonjour à tous. Pour l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, ce que vous dites, Monsieur Picard, c'est le discours que porte l'ADEME depuis des années. Continuons à travailler l'atténuation, continuons à pousser l'atténuation, c'est la priorité. C'est la priorité. Cependant, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on voit bien que le climat s'emballe, mais d'une manière anarchique. C'est bien ça la difficulté, avec des gelées très importantes au mois de mars, voire au mois de mai, de la neige au mois de mars, des températures malgré tout qui s'élèvent de plus en plus, des territoires de plus en plus fragilisés, sensibles, des entreprises de plus en plus soumises à ces contraintes climatiques. On est obligé aujourd'hui de travailler à la fois des sujets d'atténuation, il ne faut pas les laisser tomber, il faut continuer à les pousser, et je pense qu'on est tous d'accord. Mais à côté de ça, on est obligé d'embarquer le sujet adaptation. Parce que, compte tenu de ces phénomènes climatiques continus et de plus en plus oppressants pour la population, il faut quand même mettre en place des solutions pour accompagner cette adaptation. Et il nous semble à l'ADEME qu'on ferait une erreur de ne pas agir dès aujourd'hui aussi sur cette voie-là. Il ne faut pas non plus prendre de retard sur ce champ-là, aussi parce qu'il y a des solutions naturelles que l'on peut mettre en place. Il y a des territoires qui aujourd'hui sont, et je vais aller très très loin, en Iran l'an dernier, la température est montée à 50 degrés, et la seule solution possible pour le gouvernement, ça a été d'enfermer les gens chez eux. C'était la seule solution. Donc pour ne pas en arriver là, il faut vraiment aussi commencer à travailler des solutions d'adaptation. Voilà où on en est aujourd'hui de notre point de vue. On va reparler bien sûr de ces solutions très concrètement, ce qu'on peut mettre en place. Mathieu Godard, vous êtes donc directeur général d'AXA France. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue en tant qu'assureur sur ce réchauffement climatique qui s'emballe? Bonjour à tous. Alors, nous, notre conviction, c'est qu'effectivement, on fait face à un défi qui est celui du défi climatique, qui est un sujet sur lequel il y a aujourd'hui une véritable prise de conscience face aux événements qui se multiplient.
on conduit chaque année une étude qui s'appelle le Future Risk Report, au sein de laquelle on interroge des experts, mais aussi des citoyens, on va dire, dans le monde entier, sur leur perception des risques, des principaux risques auxquels ils font face et leur évolution. Et quasi systématiquement, au cours des 10 dernières années, le risque climatique, à l'exception de l'année du Covid, a été en première position. Donc, il y a une véritable prise de conscience face à ces événements climatiques que nous devons tous bouger. Le message que je voudrais vous passer ici, c'est que notre défi en tant qu'assureur, c'est que nous souhaitons pouvoir garantir l'assurabilité, vous évoquiez le point il y a quelques secondes, l'assurabilité des particuliers, des professionnels, des entreprises dans la durée. Et on a besoin, pour relever ce défi, que la mobilisation soit totale. Totale, j'entends par là une mobilisation de la part de nos assurés, mais aussi des collectivités locales, de l'État, pour engager un nombre d'actions importantes. Il y a 3 gros sujets sur lesquels on est engagé chez AXA. Le premier, c'est la prévention, pour faire face aux risques climatiques qui vont croissant. L'atténuation, où on essaie de faire notre part avec humilité, aussi de contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre chez nos clients. Je pourrais vous revenir sur quelques exemples précis. Et puis également l'adaptation, qui est en général un élément important qui fait suite à cette prise de conscience et à des mesures de prévention qu'on peut mettre en œuvre avec nos clients. Donc nous, en fait, on se donne cette mission de travailler sur l'assurabilité des risques à long terme. On ne baisse pas les bras, mais on a bien conscience également que nous ne pourrons pas y arriver seuls. On a besoin d'une mobilisation globale, totale, à la fois, encore une fois, des assurés, mais jusqu'à l'État. Et on veut apporter notre pierre à l'édifice face à ce défi. On va en reparler bien sûr. Joël Colosio, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que l'ADEME travaille justement sur ces sujets d'adaptation? C'est quoi les solutions aujourd'hui qui sont mises en œuvre pour faire face à ce changement, tous ces changements climatiques? La manière dont on travaille ces sujets, c'est comme sur les autres sujets, on va dire, à l'ADEME. On essaie d'outiller les collectivités, d'outiller les entreprises et d'amener des éléments de réponse ou de positionnement pour les citoyens. Alors, un exemple pour les collectivités. Aujourd'hui, c'est important que les collectivités puissent connaître leur vulnérabilité. On s'appuie là-dessus sur des travaux de Météo France, etc., notamment. Mais c'est la première chose. Donc, on a mis en place un outil qui s'appelle TACT, qui permet d'accompagner les collectivités à connaître leur vulnérabilité, à établir une stratégie, à la partager, à la faire connaître et à la déployer. Donc ça, c'est une méthodologie, elle est réplicable. On invite aussi les collectivités, une fois qu'elles ont mis en place des solutions, à les partager. On a un réseau qui s'appelle Réseau Élus pour Agir, qui rassemble aujourd'hui près de la moitié des EPCI du territoire et qui permet aux élus d'échanger, de partager leurs projets, leurs réalisations sur ces sujets-là. À côté de ça, on les outille avec des éléments financiers pour qu'elles puissent passer à l'acte sur des actions d'adaptation. Tous nos travaux s'inscrivent et le plan national d'adaptation 3 vient d'être présenté par la ministre la semaine dernière. Et ce plan a une nouveauté, c'est qu'il s'appuie sur ces trajectoires. On a besoin de montrer où on va, qu'est-ce qui va se passer. Et ces trajectoires d'adaptation permettent à la fois aux collectivités, elles vont permettre aussi aux entreprises de regarder quels sont les risques sur lesquels, par exemple, un incendie, des inondations ont un impact à la fois sur les citoyens, à la fois sur la vie en collectivité, mais aussi sur une entreprise. Et donc, pour les entreprises, on a aussi un programme d'action qui s'appelle ACT,
On n'est pas très originaux sur les termes, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est aussi accompagner les entreprises sur le passage à l'acte et prendre en compte dès maintenant ces sujets d'adaptation. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets de stratégies d'adaptation efficaces qui peuvent être mis en place? Vous avez cité les inondations, les incendies. Concrètement, qu'est-ce que vous leur donnez comme outil aux collectivités, aux entreprises? Alors, on accompagne des collectivités qui le souhaitent sur ce qui concerne l'îlot de chaleur, et on a un programme qui s'appelle Plus fraîche ma ville. Et ce programme permet de mettre en place des solutions immédiatement. Je peux citer Toulouse ou Bordeaux ou le département de la Gironde qui font partie de ce programme et donc qui mettent en place. Alors souvent, il y a des solutions pour dégoudronner des espaces, remettre de la nature en ville, pour faire baisser la température moyenne de la ville lors de fortes chaleurs. Donc ce programme, Plus fraîche ma ville, est en déploiement. Et aujourd'hui, on a plus de 500 solutions qui sont à disposition de toutes les collectivités sur la plateforme qui héberge cet outil. Élodie Galco, dans cette question d'adaptation, la question de l'eau, elle est cruciale. Hein, bien sûr, vous l'avez dit, que le bassin Adour-Garonne est confronté à une diminution très importante des ressources en eau, et ça sera encore le cas dans les prochaines années. Vous, comment vous y faites face et quelles solutions d'adaptation, justement, vous mettez en œuvre? Alors effectivement, je disais qu'on allait manquer de 60% d'eau, c'est 1,2 milliard de mètres cubes. Alors 1,2 milliard de mètres cubes, ça parle à personne et je ne vais pas vous le traduire en piscine olympique ou en baignoire, ça ne sera pas plus concret. Mais vous dire que dans le panel des solutions, évidemment, la première des solutions, c'est la sobriété. C'est de regarder où est-ce qu'on a des fuites, où est-ce qu'on a des usages qui ne sont pas forcément économes en eau, etc. C'est les solutions gagnant-gagnant, c'est les solutions sans regret. Mais ça, on l'a quantifié sur le Grand Sud-Ouest, c'est 200 millions de mètres cubes. Donc on est très loin des 1,2 milliard. On pense aussi que dans ces solutions-là, aux retenues. La plus grosse retenue dans les Pyrénées, c'est 60 millions de mètres cubes. Et elle a été construite il y a bien longtemps. Donc on voit aussi que ce n'est pas la solution magique, et que globalement, il n'y a pas de solution magique pour faire face à ce défi des 1,2 milliard de mètres cubes à horizon 2050. Et notre conviction, c'est qu'en fait, c'est un panel de solutions qu'il va falloir mettre en œuvre en même temps. Ce qu'on appelle le mix de solutions avec les acteurs du bassin, qui vont donc de la sobriété, de la création de retenues, de la remobilisation de retenues existantes aussi, qui ne sont pas forcément aujourd'hui mobilisées. On a aussi tout un pan de solutions qui touche par exemple la réutilisation des eaux usées traitées pour travailler en fait en circuit fermé, c'est l'économie circulaire de l'eau. On a aussi beaucoup de solutions qui sont dans la nature. L'idée, c'est d'aller utiliser notamment ce qu'on appelle les zones humides, qui ont un rôle d'éponge. C'est-à-dire que l'hiver, elles vont capter l'eau qui est en excès pour la restituer au milieu l'été quand il en a besoin. Et ça, ce n'est pas une solution très compliquée à mettre en œuvre. Il faut remobiliser des espaces naturels. Voilà, donc c'est toutes ces solutions. Et j'insiste parce que quand on dit il va manquer d'1 litre sur 2 à horizon 2050, le risque, c'est qu'on tétanise tout le monde. Qu'on se dise mais c'est tellement énorme qu'on n'y arrivera pas, on baisse les bras. Sauf qu'on est au WIS, donc on est dans l'action. Et les actions, on les a, il suffit juste de les mettre en œuvre et c'est pour ça qu'on est là aussi. Est-ce que justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez l'impression que les citoyens ont conscience du défi qui les attend sur la question de l'eau? Non. Clairement, non. En tout cas, pas assez. On a été trop habitués à vivre dans une société d'abondance. Et l'eau, clairement, personne ne sait d'où elle vient quand il ouvre son robinet. Personne ne sait que dès aujourd'hui, c'est pas si naturel que ça qu'il y ait de l'eau dans les fleuves, l'été en particulier. Il y a tout un monde derrière qui travaille pour que effectivement les fleuves soient réalimentés à l'étiage et personne n'en a conscience. Mais en fait, c'est aussi complexe et beau d'une certaine façon
que ce qu'on fait dans le domaine de l'énergie. Ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Si je vous disais que la ville d'Auch et globalement même tout le Gers n'aurait pas d'eau l'été, si Napoléon III n'avait pas construit un petit canal qui emmène de l'eau des Pyrénées vers la source du Gers, vous seriez surpris, et pourtant c'est le cas. Et des situations comme celle-là, on en a partout en France. Il y a aussi une question économique, hein, vous l'avez mentionné, face à cette diminution des ressources en eau. Il y a des gros enjeux économiques. Ah bah oui, clairement, hein, sans eau, il n'y a pas de vie, et sans eau, il n'y a pas non plus de vie économique. Il y a une étude de la Banque des Territoires qui est sortie la semaine dernière, où il y a 15 jours, qui explique de quelle façon, si on ne fait rien, encore une fois, si on ne fait rien, le monde économique agricole va être impacté par les conséquences du changement climatique. C'est assez monstrueux, hein, c'est plus de 50 départements sur la centaine que compte la France, qui va se retrouver avec une économie agricole totalement ébranlée, voire mise à terre. Mais encore une fois, c'est si on ne fait rien et on a les moyens d'agir. Merci beaucoup, Élodie Galco. Mathieu Godard, je reviens vers vous. Vous avez mentionné tout à l'heure les différents piliers, notamment la prévention, qui est un pilier important dans la stratégie d'AXA face à ce défi climatique. Moi, je voulais vous demander comment les compagnies d'assurance, justement, elles peuvent inciter finalement les particuliers et les entreprises à mieux anticiper, à mieux gérer les risques climatiques. Bon, sur le sujet économique, en fait, il faut qu'on arrive à passer à l'action, vous l'avez évoqué. Juste pour redonner, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais quand même quelques chiffres en termes de qualification du défi auquel on fait face. Dans les années 80, la charge climatique que devaient assumer les assureurs, c'était environ 1,5 milliard par an. Aujourd'hui, depuis le début de la décennie, on en est à peu près à 6 milliards par an. Donc on voit bien que ça a quadruplé durant cette période. On sait aussi que 1 euro investi en prévention, ça nous permet d'économiser 8 euros sur les dommages qu'on va avoir à assumer ensuite. Et si je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur notre objectif de pouvoir accompagner les Français en termes d'assurance, donc garantir l'assurabilité dans le temps, on voit bien que notre mission, elle doit se concentrer sur ce sujet de l'adaptation et de la prévention. La frontière est assez fine entre les deux. Donc là-dessus, on essaye d'agir à tous les niveaux avec un objectif, faire en sorte que l'on passe à l'action, parce qu'en fait, tout le monde dans cette salle a pris conscience de ce qu'il était soumis à ces risques climatiques. Par contre, si on fait chacun notre introspection sur ce qu'on a fait concrètement, finalement, en général, on n'a pas fait grand-chose. Je vais donner quelques exemples et d'initiatives qu'on essaie de pousser. Vous parliez tout à l'heure des villages. Un maire, aujourd'hui, quand il prend sa fonction, il doit construire un plan de prévention pour son village, pour sa commune. On a, avec AXA Prévention, mis en place une plateforme qui s'appelle Ma Commune en Action, dont l'objectif est d'accompagner ces maires de petites villes, petits villages, dans la création de son plan de prévention et de aussi pouvoir partager avec ses pairs pour pouvoir progresser. En fait, il a énormément de choses à gérer, donc on veut l'aider dans ce sens. On a également des initiatives en direction des entreprises. Une entreprise bouge en général plus facilement qu'un particulier sur ces mesures de prévention, parce que le chef d'entreprise, il est attaché à son outil de production. Il prend en général assez vite conscience du fait qu'une catastrophe climatique peut l'amener finalement à mettre la clé sous la porte, parce que ça peut se traduire par ça, une inondation ou une tempête importante. Et donc, avec notre soutien, on a des ingénieurs en risque d'entreprise. On va projeter des risques. Alors, on utilise les projections du GIEC, par exemple, dans un outil qui s'appelle Altitude, où en 2030, en 2050, on va évoquer avec le chef d'entreprise les risques auxquels il sera soumis, d'un point de vue climatique, pour qu'il puisse, dès maintenant, prendre un certain nombre de décisions dans ses implantations, dans l'adaptation de ses bâtiments, pour renforcer la résilience de son entreprise face à ces risques qui ne manqueront pas de se matérialiser dans les années qui viennent. Mais le défi le plus important aujourd'hui, c'est celui du particulier.
Et là-dessus, on a beaucoup de mal à faire bouger les citoyens français sur ce sujet parce qu'en fait, on est encore dans une relation où il y a des catastrophes naturelles qui vont arriver, l'assureur me remboursera, et puis au pire, il y a aussi l'État qui sera là en dernier recours. Donc en fait, on est un peu coincé là-dessus et on doit réussir à faire bouger les lignes dans ce sens. Et ça veut C'est dire quoi vraiment concrètement, pardon, pour les particuliers? Vous dites les faire bouger, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire les particuliers face à ça? Eh bien, je parlais tout à l'heure d'accès à prévention. Je vais vous prendre un exemple qui est un risque climatique dont on parle en général un peu moins parce qu'il est moins spectaculaire que les inondations et les tempêtes. C'est le risque, ce qu'on appelle le RGA, retrait-gonflement des argiles, la sécheresse en d'autres termes. Aujourd'hui, il y a une maison sur 2 en France, 10 millions de maisons à peu près, qui sont exposées à ce risque sécheresse. Et avec l'ensemble de la profession, avec la Caisse centrale de réassurance, et puis l'Institut des risques naturels, on s'est associé pour pouvoir travailler sur des solutions pour ce qui concerne la sécheresse qui pourrait frapper les habitations. 2 sujets qui sont traités. La prévention, donc comment est-ce qu'on peut renforcer, rendre plus résiliente une maison face à ces retraits gonflements d'argile. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut réparer de manière plus durable et de manière plus économique ces maisons? C'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs années. On a 300 maisons en France. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans la région sud-ouest, parce que la région sud-ouest n'est pas avare, on va dire, en RGA. Et on veut essayer de trouver des solutions sur lesquelles on peut engager ensuite les Français pour qu'ils puissent prendre des décisions aussi bêtes que quand vous avez un arbre qui est planté juste à côté de votre maison, eh bien c'est pas très bon parce que ça fait l'éponge que constitue votre sol, elle se gonfle et elle se rétracte régulièrement. Donc peut-être que cet arbre, malheureusement, il faudrait peut-être l'abattre. L'évacuation de l'eau autour de votre maison, c'est un sujet à prendre en considération également. C'est toute une série de mesures potentielles qu'on veut engager les propriétaires de maisons à considérer pour pouvoir mieux se protéger face à ce risque sur la sécheresse. Voilà. Je vais donner la parole à Bertrand Piccard. Vous êtes, vous, un fervent défenseur, en tout cas un adepte de l'innovation, des nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies, et peut-être plus spécifiquement l'intelligence artificielle, puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment, elles peuvent jouer un rôle clé justement dans ces questions d'adaptation et de gestion des risques climatiques? Alors, je vais vous répondre, mais j'aimerais d'abord vous rendre attentif à une chose dont on n'a pas assez parlé, c'est que l'adaptation va coûter une fortune. Une fortune. C'est-à-dire que les pays riches vont se ruiner et les pays pauvres ne pourront pas se l'offrir. Toutes les études ont montré, Stern a montré ça en tant que financier de haut niveau, ça coûte un multiple de la prévention si vous voulez vous adapter. Et par rapport à la prévention, l'adaptation est inabordable. D'autant plus qu'on continue avec les mêmes causes et on va se battre sur les effets. Donc on va s'adapter à des effets en laissant les causes continuer. Donc il y aura de plus en plus d'effets. On est dans un cercle vicieux dont on n'arrivera pas à sortir. Il faut mettre des digues sur les bords de mer. Il faut prévenir les problèmes de fissures sur les maisons. Il faut apporter de l'eau à ceux qui n'en ont pas. Il faut empêcher les inondations. Il faut résoudre les problèmes de forêts qui sont détruites par la sécheresse, par les tempêtes naturelles, par les tempêtes, etc., et les catastrophes naturelles. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment maintenant, c'est se demander quelle est la cause de tout ça. C'est quoi la cause? On dit c'est le CO2. Mais le CO2, c'est aussi un effet. La cause, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui gaspille l'énergie, qui gaspille les ressources naturelles, qui gaspille l'eau, qui gaspille même les déchets, parce qu'on ne comprend pas qu'on peut être dans une économie circulaire dans laquelle on utilise des déchets comme ressources. Et tout ce gaspillage, c'est de la pollution, c'est de l'épuisement de ressources naturelles et c'est du CO2. Les 3/4, si on regarde le gaspillage direct et indirect, le 3/4 de l'énergie produite est gaspillée. Il est là le CO2. Le CO2, il n'est pas dans l'énergie qu'on utilise rationnellement. La nature arriverait très bien à l'éliminer. Le CO2, il est dans l'énergie, dans les 3/4 d'énergie gaspillée. La nourriture,
à peu près la moitié de la nourriture produite est gaspillée. Les ressources naturelles, les déchets, tout ça, c'est du gaspillage. Par conséquent, la première chose à faire, c'est d'arrêter de gaspiller, c'est-à-dire de devenir efficient. Et c'est un terme qu'on n'utilise pas du tout suffisamment. C'est quoi l'efficience? L'efficience, c'est quand on peut baisser la consommation en créant de la valeur, contrairement à la sobriété, où on baisse la consommation en créant une perte de valeur. En fait, avec la sobriété, vous faites moins avec moins. Avec l'efficience, vous faites plus avec moins. Si vous baissez votre chauffage de 2 degrés, vous économisez 14% sur votre facture énergétique. Si vous mettez une pompe à chaleur et que vous gardez 21 degrés comme avant, vous baissez votre facture énergétique et votre quantité d'énergie consommée de 80%. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut. Il y a encore la moitié de la France qui a des ampoules à incandescence. Avec les LED, vous avez 95% de rendement, vous perdez 5%. Avec les ampoules à incandescence, vous perdez 95%, parce qu'il n'y a que 5% de lumière. Tout le reste, c'est de la chaleur perdue. On a des usines qui perdent de la chaleur. On a un monde qui marche sur la tête. Alors, si vous voulez vous imaginer le monde aujourd'hui, c'est comme un abruti dans une baignoire, qui a une fuite dans la baignoire, et au lieu de compenser la fuite, il ouvre le robinet tout grand, et il se dit, ah ben, tout va bien, j'ai encore assez d'eau. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Alors, pour arriver maintenant à votre question, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, etc., ce n'est pas les technologies qui vont sauver le monde. Parce que si le monde reste assez bête pour se détruire lui-même, il va utiliser les technologies de manière tout aussi idiote. Alors, on prend l'intelligence artificielle en sachant que la consommation d'énergie pour les data centers continue de croître. On veut des 5G, on veut des 6G, on aura des 7G, on aura du streaming tellement rapide qu'on ne verra même plus la différence. On aura de plus en plus de jeux, de plus en plus de divertissements. On aura des voitures autonomes avec une intelligence artificielle qui consommera tellement qu'on aura compensé tous les effets positifs de l'efficience. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas avec des technologies, ce n'est pas avec des intelligences artificielles, c'est avec du bon sens. Et le bon sens, c'est la manière humaine dont on pourrait utiliser les technologies et dont on pourrait utiliser l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir des réseaux beaucoup plus efficients, des sources d'énergie intermittentes qui sont combinées de manière à donner au bon moment, à la bonne personne, sur le bon lieu, l'énergie dont il a besoin, en stockant le reste pour pouvoir le redistribuer quand on en aura besoin après. Ça, c'est une valeur de l'intelligence artificielle qui est fondamentale. On n'y est pas du tout. Avec l'intelligence artificielle, on peut anticiper toute une série de choses, okay, c'est magnifique. Mais déjà aujourd'hui, on n'utilise pas les solutions qu'on a. Donc il ne faut pas croire qu'on va utiliser les solutions futures beaucoup mieux. À la Fondation Solar Impulse, on a identifié 1800 solutions techniques qui sont capables de protéger l'environnement de manière économiquement rentable en créant de l'emploi, comme la transformation de déchets non recyclables en pierres de construction, comme des manières de pouvoir mettre beaucoup moins d'acier dans le béton pour pouvoir faire des constructions beaucoup plus compactes, moins de béton, moins de fer, moins de pollution. On a des systèmes qui réabsorbent la chaleur perdue dans les cheminées d'usines, qui permettent de chauffer des villes avec des data centers. Donc avec la même énergie, vous faites marcher le data center et vous chauffez la ville. Donc l'énergie vous coûte 2 fois moins cher, vous en utilisez 2 fois moins, il y a 2 fois moins de CO2 dans l'atmosphère. Donc toutes ces solutions-là qui existent, d'ailleurs on a un partenariat entre la Fondation Solar Impulse et AXA pour pouvoir valoriser toutes ces solutions et les utiliser pour diminuer les risques climatiques. Mais la question que vous m'avez posée, il y a beaucoup de gens qui se la posent. Mais c'est un leurre. Parce qu'on se dit, avec l'intelligence artificielle, on va trouver plus tard des manières de faire et on n'a pas besoin d'agir aujourd'hui. Alors on vous dit, on va pouvoir réabsorber le CO2 dans l'atmosphère. Parfait. Donc on peut en mettre autant qu'on veut aujourd'hui. Et c'est ça le risque. On peut saupoudrer les hautes couches de l'atmosphère avec des nanoparticules. On envoie des milliers d'avions pour saupoudrer tous ces oxydes de fer dans la haute atmosphère et ça va réfléchir le soleil vers l'extérieur. Et comme ça, la Terre va se refroidir. Donc, on va refroidir artificiellement quelque chose qu'on aura réchauffé artificiellement. C'est l'apprenti sorcier. Donc, il faut faire très attention quand on parle de toutes ces technologies futures,
en croyant qu'elles vont nous sauver, alors qu'on n'est même pas capable d'utiliser les solutions techniques, technologiques de bon sens qu'on a aujourd'hui. Donc, agissons sur la cause le plus fortement possible, de manière à ce qu'il y ait moins d'effets ensuite à devoir compenser. Donc pour vous, ce qu'il faut, c'est un changement culturel profond avant de pouvoir faire appel à quelque technologie qu'il soit. Il faut un changement culturel, mais il faut un changement politique aussi dans la manière de voir le problème. Aujourd'hui, on a une société qui est extrêmement clivée, avec des idéologies différentes. Les industriels pensent que l'écologie coûte cher et que c'est un préjudice pour leur activité économique. Et les écologistes pensent que les solutions industrielles sont néfastes parce qu'elles sont là pour enrichir les industries au lieu de protéger l'environnement. Mais il faut réconcilier les deux. Les écologistes sont obligés d'utiliser des solutions techniques si on veut arriver à éradiquer la cause des changements climatiques. Et les industriels sont obligés de mettre l'écologie au cœur de leur développement économique, sinon ils vont disparaître. Donc on ne peut pas continuer avec un clivage idéologique comme on a jusqu'à maintenant. Il faut absolument fédérer beaucoup plus, trouver les intérêts communs. Et les intérêts communs, ils sont évidents. Avec les solutions d'aujourd'hui, les énergies renouvelables, l'efficience énergétique, l'efficience de ressources, l'économie circulaire, on fait de l'environnement, ce qui est bien pour les Verts. On fait de la solidarité, ce qui est bien pour les socialistes, parce que ça permet d'avoir de l'énergie moins chère pour les gens les plus défavorisés, des logements de meilleure qualité, des emplois supplémentaires. Pour les entreprises, centre droit, c'est parfait parce que c'est un développement économique, d'amener ces solutions, de vendre de l'efficience, d'ouvrir des nouveaux débouchés qui mettent l'écologie en avant. Et puis même à l'extrême droite, ça augmente la souveraineté énergétique et la souveraineté de ressources, parce que si on arrête de gaspiller 3/4 de l'énergie, on a besoin d'en apporter 3/4 en moins. Et par conséquent, on est beaucoup plus indépendant dans nos pays. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelques partis politiques que ce soit qui luttent contre cette manière de faire. Sauf si le but du parti politique en question est de se battre contre les autres pour avoir plus de voix. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Merci beaucoup. On a trouvé Merci notre futur beaucoup. Premier ministre. Oui, voilà. J'allais dire que vous alliez pouvoir vous présenter, mais effectivement. Je voulais vous poser une question pour conclure. Il nous reste encore quelques minutes. Peut-être un mot de chacun. Pour vous, c'est quoi le principal frein aujourd'hui sur ces questions d'adaptation, puisque c'est le sujet de la table ronde. C'est quoi les obstacles et qu'est-ce qui est urgent de mettre en place, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'adapter au mieux à ces problématiques de réchauffement qui nous assomment? Je ne sais pas si vous vouliez... Élodie Galco, peut-être, oui. Peut-être que ça peut aussi réconcilier ce sujet, ce potentiel clivage entre adaptation et atténuation, en fait. Moi, je pense que le principal frein, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de la façon dont le monde va changer et dont notre quotidien va changer, compte tenu des conséquences du changement climatique. Et c'est là où je dis que ça peut être aussi une façon de réconcilier les enjeux d'atténuation. C'est que quand on touchera du doigt le fait qu'on n'aura plus d'eau au robinet, la rivière où on a l'habitude d'aller pêcher l'été, elle sera à sec et il n'y aura plus de poissons. Toutes nos habitudes qu'on avait qui vont être fortement chamboulées si on ne fait rien. Ça va nous amener à comprendre qu'il faut qu'on réfléchisse autrement, qu'on fasse tous les efforts de sobriété nécessaires, qu'on arrête de gaspiller, qu'on revoie nos façons d'appréhender le monde et les solutions qui s'offrent à nous pour justement lutter, parce qu'effectivement c'est la priorité contre le réchauffement climatique, et mettre en œuvre toutes les mesures d'atténuation nécessaires pour remettre le moins en cause possible l'équilibre de la planète et l'équilibre en fait de notre vie au quotidien. Joëlle Colosio. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on travaille à l'ADEME sur des imaginaires, et puis on regarde aussi comment chacun peut faire sa part.
Donc on a construit des imaginaires, on a mis en place, on a proposé des scénarios pour se projeter. Et en fait, on travaille avec beaucoup de sociologues aussi. Et je pense que on va y arriver à partir du moment où chacun rentre en conscience avec ce sujet-là. Et chacun se pose les bonnes questions et agit à son niveau, comme il peut le faire. Et le fait de travailler comme ça permet surtout d'enlever la peur, le stress. Et les changements, les grands changements et les grandes évolutions ne se font que lorsqu'on est serein. Si on agit dans l'urgence, si on agit dans la peur, si on agit sous la contrainte, ce ne sont pas des solutions qu'on met en place durables. Et donc je pense que la voie pour réussir, c'est aussi que chacun agisse par rapport à ce qu'il peut faire, par rapport au niveau où il est aujourd'hui, aux questions qui se posent, que ce soit les jeunes, les adultes, les moins jeunes. Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux le faire? Et à partir de là, tout déroule. Parce que quand on est en conscience par rapport à ce qu'on consomme, à la manière dont on s'habille, comment on se nourrit, où on va, comment on se déplace, où on vit, qu'est-ce qu'on fait, tout le reste suit. Parce qu'on consomme peut-être moins de vêtements, donc on diminue l'ultra fast fashion. On se rend compte qu'effectivement, on peut s'assurer différemment. Et donc, du coup, on baisse et on est plus sobre, mais on est efficient individuellement. Et après, les entreprises aussi viennent derrière, la collectivité, etc. Donc, revenir à soi, agir, mais on peut le faire dès maintenant. Nous, on est des aides, on apporte des solutions, mais je pense que revenir à soi et se mettre en mouvement, je pense que la solution, elle est là. Le principal défi, en tout cas selon vous. Mathieu Godard, un petit mot pour conclure sur les défis à venir en termes d'adaptation. Moi, je reviens sur les trois grands sujets. Atténuation, et je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. Nous-mêmes, en tant qu'assureurs, si on croit dans l'affirmation que j'avais tout à l'heure d'être là demain pour continuer à pouvoir assurer les risques, on fait notre part. Et ce n'est pas uniquement à travers les investissements, par exemple, que l'on peut faire à travers l'épargne qui nous est confiée, 7 milliards qui soutiennent les énergies vertes, le monde vert, enfin les investissements verts, comme on les appelle, mais c'est aussi typiquement dans le cadre d'une réparation automobile, utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Et donc, il y a une forme d'acceptation. Aujourd'hui, on est à peu près à 20% dans les réparations dont on s'occupe. On pousse aussi ce sujet dans le domaine de la construction. On a intégré dans nos contrats la prise en compte de pièces de réemploi, de matériaux de réemploi. Et ça, c'est une nouveauté. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, on veut contribuer à ce sujet. Et le moment du sinistre est aussi un moment où on peut avoir une contribution positive. On a mis en place une garantie verte qui est extra-contractuelle. C'est-à-dire que vous subissez un sinistre et on va contribuer, au-delà de la simple prise en charge des dommages, à l'amélioration de la performance énergétique de votre habitation, que ce soit une meilleure isolation, l'installation d'une pompe à chaleur ou encore des panneaux photovoltaïques. On en prend la moitié en charge. Encore faut-il que l'assuré prenne aussi la décision de prendre l'autre moitié. Mais on veut avoir cette contribution positive sur ces sujets d'atténuation. Et puis ensuite, sur le sujet de la prévention et de l'adaptation, je vais grouper les deux ensemble. Je rejoins ce que vous disiez, c'est vraiment chacun à sa place doit prendre des mesures qui soient particulières, qui soient professionnelles, chef d'entreprise, passer à l'action pour se rendre lui-même plus résilient face à ce risque climatique. Bertrand Piccard, un mot pour conclure. Je pense qu'il faut prendre de manière extrêmement concrète, fondamentale de dire ce qu'on peut faire, pas seulement qu'il faut faire quelque chose. On prend la liste de toutes les solutions qui existent et on regarde pour chacune où on va l'appliquer. Et certaines, elles sont pour le public, applicables dans une maison, applicables dans l'alimentation, applicables dans son jardin, dans sa mobilité, etc. D'autres, c'est pour des entreprises. D'autres, c'est pour des pouvoirs publics. Mais toutes ces solutions qui existent, tant qu'elles ne sont pas utilisées, vont être totalement inutiles pour le sujet qui nous occupe. Alors, c'est vrai que la tâche paraît démesurée, parce que si on prend des milliers de solutions puis qu'on regarde où on peut les appliquer, ça nécessite de changer des règlements, de changer des standards. Il y a des choses nouvelles que les assurances vont devoir assurer rapidement, parce que si elles ne connaissent pas certains systèmes dans des maisons, est-ce qu'elles vont pouvoir assurer la maison ou pas? Donc c'est vrai que ça nécessite des changements à beaucoup de niveaux. Alors ou bien on se dit, ça fait trop de changements, la tâche est démesurée et je ne fais rien,
ou bien on se dit c'est fantastique, on a tout ce qu'il faut pour changer, on va prendre une chose après l'autre et on va y aller. Exactement comme quand on monte sur une montagne, on ne fait pas le dernier pas d'abord, on fait le premier pas d'abord. Et puis même avant de faire le premier pas, on va prendre l'équipement qu'il faut pour être sûr d'arriver au sommet. Donc c'est un processus qu'il faut absolument commencer aujourd'hui et pas demain. Parce que sinon on n'arrivera jamais à régler le problème. Et ces solutions existent, il faut les appliquer, il faut les utiliser, il faut les mettre en œuvre. Merci beaucoup pour ces mots encourageants et optimistes pour conclure. Merci à tous les quatre, je pense qu'on peut les applaudir. Je vais redonner la parole à Nathalie Ricaille qui anime la prochaine table ronde. Restez avec elle. On va parler maintenant des leviers pour la décarbonation des transports et de la logistique. C'est tout de suite donc avec Nathalie Ricaille et ses invités.